Et c'est l'heure de se retrouver les amis, c'est parti pour le 459e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. Le Coup Tordu est un podcast fait par des passionnés. Pour les passionnés, un podcast totalement indépendant, un podcast artisanal, vous l'avez vu, il n'y a pas de jingle, on y va direct, on parle vélo, on parle cyclisme. C'est ce qu'on aime et je voulais vous remercier parce qu'on est en plein cœur du Giro 2026. Et juste avant de démarrer cet épisode, j'ai regardé le classement des podcasts de sport les plus écoutés en France sur Apple Podcast et en total indé, on se classe à la 22e place des podcasts de sport les plus écoutés en France. Alors c'est pas notre record, on a un record à la 19e place, mais enfin on est vraiment très très haut du panier. Deuxième podcast de cyclisme le plus écouté en France au moment où on se parle. Vous avez les classements sur Apple Podcast et donc voilà, derrière nous il y a des podcasts où les milliers d'euros coulent à flot, où il y a des entreprises, il y a des radios, il y a des grosses boîtes de podcasts. Donc encore une fois, avec Thibaut et Enzo, on fait ce podcast en total indé, c'est le kiff, c'est vraiment le plaisir d'être tous ensemble et de parler vélo, de parler cyclisme. Et donc on va se retrouver pour analyser la 7e étape du Giro 2026. On parlera également un petit peu de ce qui se passe actuellement sur le Tour de Hongrie avec la démonstration de notre ami Tadej Bebe alias Benoît Cosnefroy. Et puis je vais démarrer l'épisode avec le message de prévention habituel, parce que comme on fait des previews, forcément on cherche à savoir ce qui va se passer et ça rejoint certains qui font des paris sportifs ou même du fantasy. Donc jouer avec excès comporte des risques. Je vous ai mis en lien le numéro de téléphone de Joueur Info Service et la clé du jeu vraiment c'est d'essayer de dégager des values, de jouer des proportions de votre bankroll cohérentes par rapport à ce que vous imaginez, puis surtout vraiment des petites portions de votre bankroll. On ne fait pas fortune dans les paris sportifs, ça n'existe pas. On vient avant tout pour s'amuser mais aussi pour gagner, parce que pour moi on s'amuse pas quand on perd. Donc essayez d'avoir une analyse, essayez d'avoir une réflexion, essayez de dégager un petit truc, c'est déjà très très bien. Sachez qu'il y a vraiment très très peu de parieurs qui arrivent à dégager un bénéfice sur le long terme. Moi j'ai la bankroll du Coup Tordu depuis qu'on l'a attaqué fin 2022. On est sur on s'approche des 2000 paris, donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même un panel assez large et on est sur un ROI positif de 1,3, 1,4. Bon, depuis le début de l'année ça se passe bien, on est sur 24% de ROI, c'est un très très gros début d'année. Alors après je suis plutôt sur une pente montante au niveau de la bankroll. Il y a eu des changements stratégiques notamment au niveau des mises la saison dernière, donc ce qui fait qu'il y a certaines choses qui ont été rectifiées, mais le Coup Tordu c'est aussi ça, on échange, on partage et on discute. Je vous retrouve en solo pour cet épisode, mais pas vraiment en solo, parce que je regarde beaucoup évidemment les previews de Thibaut et d'Enzo sur leur site respectif. Enzo sur son site The Big Gear et Thibaut que vous pouvez appeler Thibaut Futé pour ce Giro, vu que c'est lui qui vous fait toutes les previews sur le site Vélo Futé. Donc n'hésitez pas aussi à aller mater Thibaut et Enzo à l'écrit, vous les retrouverez très très vite bien évidemment dans ce podcast, dans le Coup Tordu. Bon, je vous le dis, on n'est pas trop d'accord sur l'analyse de la course. Dommage qu'il ne soit pas là dans cet épisode, ça aurait pu faire un débat assez animé pour cette 7e étape du Giro. Alors on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans les rues napolitaines et comme quoi parfois un no bet peut être un bon bet, parce que j'avais absolument rien pris sur cette 6e étape du Giro. J'avais un petit peu peur du carnage dans les rues napolitaines et c'est encore une fois ce qui s'est passé. 500 mètres de la ligne, bon, vous avez tous vu un petit peu la glissade. Alors après il y avait peut-être des coups à tenter, ça aurait été je pense le bon coup de jouer Milan ne gagne pas et Magnier ne gagne pas, un petit peu comme quand on analyse un Grand Prix de Formule 1. On sait que sur un Grand Prix de Formule 1 il va pleuvoir des cordes, c'est toujours là où il faut aller chercher des trucs un petit peu gamble. Finalement dans le vélo ça peut être aussi un petit peu pareil, surtout quand il s'agit de sprint. Après il y avait aussi peut-être un coup à tenter, alors qui finalement aurait pu passer sans que ça soit forcément la bonne analyse, mais c'est Steve Chanel sur Eurosport qui parlait du coup de la cassure. Et c'est vrai quand on a un virage assez sec à 400-500 mètres de l'arrivée, c'est un coup qui passe pas souvent mais qui peut passer de temps en temps, c'est-à-dire jouer la cassure avec le poisson pilote. Donc quelqu'un aurait pu avoir cette analyse et jouer Ballerini ou Jasper Stuyven, et bon, ça serait passé sur un autre scénario, mais ça aurait pu rentrer. Mais honnêtement, pour avoir Davide Ballerini sur cette 6e étape du Giro, voilà, respect. Je sais pas s'il y en a qui l'ont joué, mais ceux qui l'ont mis, félicitations. Même si on a vu quand même que Davide était quand même très très chaud ces dernières semaines, il a fait une belle campagne de Flandrienne, Davide Ballerini, qui fait une très très belle saison 2026. Alors je rappelle aussi que comme on fait de l'analyse, ça je le dis, comme on essaye de se projeter un petit peu vers l'avant, on peut se planter, voilà, je peux avoir une analyse et je peux foirer
totalement mon analyse. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Bon, pour l'instant, cette saison, encore une fois, on est sur pratiquement 25% de ROI, donc ça se passe très bien. Sur le Giro, pour l'instant, j'ai plutôt les bonnes analyses. Je vous prépare sur l'analyse que je vais vous donner pour la 7e étape du Giro. Mais je peux me foirer complètement. Et j'ai envie de dire, quand vous faites de l'analyse a posteriori et que vous analysez ce qui s'est passé, comme disait Bernard Tapie, c'est simple, vous avez toujours raison. C'est là, j'en vois beaucoup qui sont en train d'expliquer Paul Magnier est-il le meilleur sprinter au monde, machin. Mais les gars, moi j'aime bien tout le monde, hein, mais fallait le dire la semaine dernière avant le début du Giro, il n'y a pas grand monde qui disait que Magnier allait mettre des tartines à Jonathan Milan. Même moi, dans l'épisode sur le maillot cyclamen que vous pouvez retrouver, alors je pensais que Magnier, je le voyais dans le match, je le voyais en gagner au moins une. D'ailleurs, je vous l'ai proposé en pique également, Magnier gagnait au moins une étape, donc c'est rentré d'entrée, on a passé un PLT dès la première étape. Mais de là à pratiquement humilier Jonathan Milan comme il le fait depuis le début du Giro, je vous avoue que je ne l'avais pas. Alors maintenant, Jonathan Milan, lui, il est prêt, hein. Et c'est de ça dont j'avais envie, dont on parle pour attaquer ce podcast. C'est la, on va dire, entre guillemets, défaillance de la Lidl Trek. Je dis entre guillemets parce qu'ils ont quand même eu un très beau lot de consolation. C'est le maillot rose de Giulio Ciccone pour une journée. Mais c'est vrai que Lidl Trek, alors habituellement, c'est une équipe qui s'appuie sur une énorme force collective. On a le Wolfpack du côté de la Soudal, mais on sent que dans cette équipe Lidl Trek, il y a un esprit. Quand je vois par exemple Julien Bernard qui va reprendre un mec qui détruit Juan Ayuso sur les réseaux sociaux, je me dis qu'il y a un esprit dans cette équipe. Ils sont tous là les uns pour les autres et c'est ce qui fait la force. Vous pouvez voir également aussi sur Eurosport les documentaires sur Mats Pedersen. Il y a un esprit. Il y a un esprit dans cette équipe Lidl Trek. Et c'est ça qui va être intéressant pour la suite. Maintenant, le projet sur ce Giro, il est un peu compliqué à comprendre. On vient avec Derek Guy qui est là pour le classement général, mais en même temps, il a été malade après le Tour des UAE et il a montré aucune garantie ou presque depuis le début de l'année, même si je pense que la forme est plutôt ascendante. Et Derek Guy, allez, pour un bon top 6, je ne l'exclus pas totalement. Ensuite, on a Giulio Ciccone qui dit qu'il n'est pas là pour jouer le classement général, qui dit qu'après la dernière Vuelta, on le reprendra plus, il ne jouera plus jamais un classement général, mais en même temps, il veut pas perdre de temps. Donc si tu joues pas le classement général, à un moment donné, tu te relèves, tu perds du temps. Voilà. Là, si Giulio Ciccone, il devrait être à un quart d'heure au classement général. Moi, je m'attendais aujourd'hui à le voir se relever dans les rues napolitaines. Et que nenni, Giulio Ciccone, je suis désolé, mais à l'heure qu'il est, il est encore placé au classement général. Donc on vient avec un leader, on vient avec un grimpeur baroudeur leader, et derrière, on vient avec une équipe plus ou moins positionnée pour le sprint pour Jonathan Milan. Donc qu'est-ce qui se passe ? Giulio Ciccone récupère le maillot, on n'a pas l'équipe équipée pour défendre ce maillot, on a Derek Guy qui est là pour le classement général mais qui met quand même la main à la pâte pour défendre le maillot, donc qui lâche des cartouches inutilement, pas inutilement, mais il peut le payer à un moment donné. On demande pas aux autres leaders, aux autres mecs qui jouent le top 10 d'aller tirer des bouts droits pour défendre un maillot sur une journée de course. D'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que du côté de la Tudor, on s'est pas tellement excité à aller chercher le maillot rose. On a, je pense, des objectifs précis avec Mika Storer et avec Mathis Rondel. On a été à 2 doigts de prendre le maillot rose avec Florian Stork et j'ai senti un peu, il y a un DS qui a été interviewé, je sentais que si on le prenait du côté de la Tudor, si Stork allait le chercher, ça aurait été plutôt bien, mais ça aurait peut-être aussi un petit peu perturbé les plans de l'équipe. On est dans une ligne directrice, alors certains vont trouver ça dommage, mais je trouve que du côté de la Tudor, pour le coup, on est dans une ligne directrice et on tient sa ligne directrice. Donc là, du côté de la Lidl, on fait rouler Derek Guy, du coup on rince totalement les équipiers sur la 5e étape et sur la 6e étape, on retrouve un Jonathan Milan qui se retrouve totalement esselé à 2 km de l'arrivée. Donc tout ça c'est, on veut chasser plusieurs lèvres à la fois et derrière c'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est pas non plus totalement immonde, loin de là, très loin de là, vu qu'on a eu le maillot rose avec Giulio Ciccone. Alors maintenant c'est là où on va voir si la Lidl c'est une vraie force collective. Très souvent cette équipe a eu des succès, on a été chercher des maillots par points de Mats Pedersen. Jonathan Milan a toujours été récupéré les maillots des sprinters sur les grands tours qu'il a disputés, et là il se retrouve dans le dur, il se retrouve vraiment dans le dur, et très souvent c'est dans la difficulté
qu'on découvre un petit peu les gens. Donc ça va être intéressant de suivre un petit peu la suite et la réaction de la Lidl Trek. Pour moi, ils ont les outils, ils ont les hommes et ils ont cette force collective qui, pour moi, leur permettra de réagir et de faire. C'est déjà entre guillemets, d'aller vers leurs objectifs pour la suite de ce Giro. On va donc sur cette 7e étape, l'étape du Blockhaus, donc 7e étape du Giro 2026, l'étape reine de cette première semaine du Giro, même si pour moi l'étape reine, ça sera plutôt la 19e étape. Alors étape qu'on avait déjà vue en 2022 avec la victoire de Jay Hindley, rappelez-vous, qui avait battu, mais alors vraiment à la photo finish, il y avait eu un sprint en haut du talus contre Romain Bardet. Alors on va en reparler, mais ce vendredi, ça sera absolument pas la même chose. Le Blockhaus en 2022 avait été disputé avec un énorme vent de face. Là, ça va être full gaz, ça va être vent d'eau tout au long de la journée. Alors, étape marathon, on en avait parlé dans les previews, dans l'épisode 451 avec Thibaut et Enzo. C'est la première fois depuis 2009 qu'on a une étape de montagne aussi longue sur un grand tour et sur le Giro. Il y avait eu notamment, je crois, l'étape de Cortina d'Ampezzo qui était prévue, pareil, je crois que c'était sur le Giro 2021, il me semble, et il l'avait raboté parce que le temps était trop mauvais. Donc là, ça sera pas le cas. On a une étape marathon, on aura un petit talus de deuxième catégorie et avant l'arrivée finale vers le Blockhaus, donc une très très longue période de plat, étape marathon, mais en gros, globalement, on est sur, ça devrait être une course de côte en principe. Alors maintenant, le scénario de la course, on va tout de suite aller sur les cotations. Jonas Vingegaard est donné vainqueur à 1,35. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout sur ce scénario. Et encore une fois, pour moi, le principe du coup tordu, c'est aussi mourir seul avec ses idées. Et si je meurs seul avec mes idées, c'est pas grave. Au moins, je vais au bout de mes idées. Et vous remarquerez quand même un truc, sur cette 7e étape, je vais peut-être me trouver stratégiquement, mais sur l'analyse stratégique du Giro depuis le début, j'ai l'impression de quand même lire la course assez correctement. Donc pour moi, les Visma n'ont absolument aucun intérêt à aller chercher l'étape. Pourquoi avoir laissé, s'ils veulent cette étape, et s'ils veulent prendre tout de suite le maillot rose, pourquoi avoir laissé les clés de la course à la Bahreïn ? Pourquoi faire ? Quel est l'intérêt ? Pour moi, l'intérêt de la Visma d'avoir laissé Eulalia avoir une belle avance au classement général, c'est de laisser les Bahreïn faire du travail en début d'étape, filtrer l'échappée et rouler dans la plaine vers le Blockhaus. De cette manière, on permet aux équipiers de la Visma, qui je le rappelle ne sont plus que 7, on va dire gérer la course et de pouvoir concentrer les équipiers, on va dire, sur la dernière heure de course. Allez, peut-être dernière heure et demie, commencer à faire un train pour placer Jonas Vingegaard idéalement et Pigonzoli au pied du Blockhaus et puis lâcher les chevaux quand ils l'auront décidé dans l'ascension. Peut-être que Jonas va attaquer à 5-6 km de l'arrivée, mais je pense qu'ils vont le faire en se désintéressant, mais totalement de la victoire d'étape. Alors là, vous allez me dire, Vincent, t'es mignon, mais la Bora dans cette histoire-là, pour moi, l'intérêt stratégique de la Bora pour l'instant sur ce Giro, c'est d'essayer de garder Giulio Pellizzari et Jay Hindley le plus longtemps dans le jeu. Pour essayer de trouver à un moment donné une étape, un trou, on va dire une période de plat où ils vont se retrouver complètement essolés avec Jonas Vingegaard et essayer de lui faire une granon. Et c'est de ça dont Jonas a peur et c'est pour ça que Jonas a fait rouler Campenart sur la 5e étape et pour ça également qu'il avait roulé sur la 2e étape. Encore une fois, je pense que Jonas Vingegaard veut à tout prix éviter de se retrouver essolé sur une phase de plat contre les deux Bora. En ayant les deux Bora qui seraient dangereux au classement général. Et d'ailleurs, si vous reprenez cet hiver les interviews, les conférences de presse de l'arrivée de Remco Evenepoel à la Bora, c'est un peu les plans qu'on imaginait. On se disait comment articuler Remco avec Lipovic face à Pogačar. Les discours un petit peu à l'époque dans les conférences de presse, c'était de dire que dans un monde idéal, ils aimeraient bien être tous les deux dans un match contre Pogačar et ils se disent qu'en 2 contre 1,
bah ils auraient plus de chances qu'en 1 contre 1. Bon après, voilà, tout le monde a compris, Pogačar, c'est pas possible en fait. Tu peux même arriver à 1000 contre 1, Pogačar il te broie. Donc voilà. Mais dans l'idée stratégique de la Bora, on est dans cette idée-là, d'essayer d'avoir une doublette pour essayer de taper un mec plus fort. Et du côté de la Visma, on l'a compris. Donc c'est pour ça que ce jeu stratégique et ce jeu d'échecs, et encore une fois, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le dis. On est dans une sorte de partie d'échecs, de poker menteur, de qui gagne perd, et je le vois comme ça. Donc pour Vingegaard, il y a un objectif sur cette étape du Blockhouse. Objectif numéro 1, c'est sortir Jay Hindley. Voilà, c'est lui mettre une patate, lui mettre 1 minute 30. Pellizzari, si on peut lui mettre une petite addition, il va pas se priver, mais je pense que chaque chose en son temps. Objectif sur cette étape du Blockhouse, sortir Jay Hindley du classement général. En tout cas, lui mettre un petit tir. Donc, si on revient sur le scénario de l'étape, comment je le vois, gros groupe qui part, voilà, gros groupe. Finalement, le classement général est un peu élagué, donc il n'y a pas tant de mecs que ça à pointer finalement. Alors évidemment, des Mas, des Ciccone, des mecs comme ça qui sont un peu dangereux au classement général, la Visma et la Bora évidemment vont les pointer, mais je pense à un groupe d'une vingtaine, d'une trentaine de coureurs qui va... Alors je vous l'ai pas dit, la météo c'est vent d'eau. En plus c'est vent d'eau. C'est vent d'eau, mais toute l'étape. Là, 20 km/h, mon radar M-Blue, qui est pour moi le meilleur radar, il me met des rafales à 45-50. Donc là, c'est vraiment full gaz. Donc on peut aussi envoyer des rouleurs dans l'échappée pour essayer de tirer l'échappée le plus loin possible. Voilà, on peut avoir un Revi Cavagna ou même, Pipo Ganna dans l'histoire qui viendrait tracter. Alors Thymen Arensman et Egan Bernal, je pense pas qu'ils vont avoir le bon de sortie. Mais voilà, on peut avoir aussi des grands rouleurs qui vont s'amuser un petit peu dans la plaine. Donc voilà, 20-30 coureurs qui vont prendre 10-12 minutes d'avance et qui vont arriver avec 6-7 minutes d'avance au pied du Blockhouse avec le meilleur d'entre eux qui ira chercher la gagne. C'est des scénarios qu'on a vus déjà sur le Giro. Rappelez-vous de la montée de Zoncolan, la victoire de Jan Tratnik, alors que ce jour-là, tout le monde voyait un Day. Et la victoire, il a arrêté le vélo depuis d'ailleurs. J'ai complètement bouffé son nom. C'était un grand espoir du cyclisme italien, ce coureur de Pro Team qui courait il était parti avec un des frères Baïs en échappée. C'était la fameuse étape où Remco avait le Covid. Remco a été redescendu en hélicoptère et le lendemain il avait abandonné alors qu'il était sur un Giro qui paraissait imperdable. Et Remco et Tonton Roglic s'étaient regardés pendant toute l'étape et on a vu 4 gars qui étaient partis. Ils étaient hyper surpris, ils avaient pris 10 minutes d'avance. Après on a compris que Roglic il était sur un Giro plutôt défensif, il a couru un petit peu à sa manière, c'est-à-dire essayer de ramener un tempo le plus lent possible. C'est comme ça aussi qu'il avait gagné une Vuelta une année contre les Movistar. Et Remco avait le Covid, donc c'est aussi pour ça on l'a compris plus tard. Donc là, je pense qu'on aura quand même un groupe beaucoup plus conséquent. Donc 20-30 coureurs, ça va partir dans la plaine, tranquillou, et puis ça va laisser filer. Voilà, ça va laisser filer. On va se concentrer de l'autre côté sur le combat entre chefs. Donc moi, je vous ai noté 3 noms, mais après, il peut peut-être y en avoir d'autres. Alors les 3 noms que j'ai notés, le premier, c'est Pipo Zana, qui se cache depuis le début du Giro, qui très clairement, alors attention, il est très probable que le vainqueur du Blockhouse soit aussi le mec qui va chercher à jouer le maillot des grimpeurs jusqu'à la fin du Giro, parce que là il y a un paquet de points à prendre en haut du Blockhouse. Donc Pipo Zana, pour moi, il coche les cases. Il s'est laissé tracter depuis le début du Giro, il a perdu son petit quart d'heure tranquillement, pépère. C'est complètement dans ses compétences dans un groupe d'échappés. La cote de Pipo Zana, on a du 67. Voilà, 67, pour moi c'est très bien, c'est très bon à prendre. Alors on va pas faire les fous non plus, mais 0,01% de bankroll, donc 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros, 50 centimes sur une bankroll à 5 000 euros. Et Pipo Zana sur le top 10, alors va falloir que je vérifie, mais je crois que le top 10, je l'ai pris sur Tagada. Alors c'est bien vraiment ce que fait Tagada, parce qu'ils nous sortent les top 3 assez vite et ça casse un petit peu. Alors c'est vrai que le bouc en W, on l'appelle Patrick Bruel depuis longtemps, mais alors vu un petit peu comment il est dans la sauce en ce moment, je pense qu'on va appeler ça Pierre Calamusa. Ça va peut-être être un petit peu plus sympa. Donc voilà, Pipo Zana, on a du 13. Voilà, on a du 13 pour le top 3. Donc la victoire 0,01% de bankroll et on multiplie par 3, 0,03.
pour le top 3 à 13 de Pippo Zana. Le deuxième nom que j'aime beaucoup, c'est Alessandro Pinarello. Alors du côté de la NSN, pour moi, il y a, l'objectif doit être clair, net et précis. Les Jack Stewart, même les Vernon, les Corbin Strong, tous les mecs là qui sont dans l'équipe. L'objectif, ça doit être de réussir à placer Alessandro Pinarello dans l'échappée. Grimpeur très talentueux qui a déjà remporté sa première victoire sur Au Grand Camino. Il a terminé 3e au classement général. On le suit dans le coup tordu parce qu'il était sur sa limite. Il a été transféré dans l'équipe Bardiani. On a une victoire à 75. Moi j'aime beaucoup la victoire à 75, 0,01% de bankroll. Donc pareil, 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros, 50 centimes sur une bankroll à 5 000 euros. Alors le top 3 est un peu plus bas, bizarrement, que Filippo Zana. Le top 3 est à 7. On va monter un petit peu, 0,04% de bankroll. Encore une fois, c'est 4 euros sur une bankroll à 10 000 et 2 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Et le dernier nom, c'est Juan P, Juan Pedro Lopez. Alors déjà, je trouve que les Movistar sont très très bien depuis ce début de Giro. Et Juan P, il monte en pression quand même depuis le début de la saison. Il a fait des belles échappées. C'était sur le Tour de Catalogne ou du Pays Basque. Je crois que c'était sur le Pays Basque. Oui, sur le Pays Basque. Donc il monte en pression. C'est un petit peu un coutumier du fait. Juan P Lopez, c'est quand même un mec qui a déjà gagné le Tour des Alpes. Donc grimper, il sait faire. C'est aussi un gars qui avait été récupéré, rappelez-vous, le maillot rose sur la montée de l'Etna, c'était à la 2e étape du Giro, c'était 2021 ou 2022, je sais plus. Donc Juan P, pour moi, voilà, c'est aussi un mec qui coche les cases. On va être offensif à mon avis du côté de la Movistar, on va pas la jouer en ordre de bataille derrière Enric Mas, et je pense qu'on a totalement raison. Donc il y a une petite victoire à 200 que je trouve plutôt bien, voilà, je trouve plutôt pas mal. 0,05% de bankroll, on mettra 50 centimes sur une bankroll à 10 000 euros, 25 centimes sur une bankroll à 5 000 euros, et on a du top 3 à 51, donc on multipliera par 3 la mise. Donc voilà, 1,50€ sur une bankroll à 10 000 euros et 75 centimes sur une bankroll à 5 000 euros. Alors après, il y a d'autres noms, on peut pas tout mettre, on peut pas tout jouer évidemment. Harold Martin Lopez, le problème c'est qu'il fait pas grand chose depuis le début de l'année. C'est aussi un nom que j'aimais bien. Woodpulse aussi, mais après, Papy Woodpulse, pareil, depuis le début de l'année, il n'a pas montré grand-chose. Mais Woodpulse, ça aurait pu, ça pourrait, voilà, je serais pas non plus hyper surpris. Mais voilà, en gros, c'est un peu les noms que j'ai cochés pour cette étape du montée de Zancolan, pour cette étape du Giro, cette 7e étape. Alors derrière, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais pas y aller en prono. On va avoir une montée du Blockhouse qui va aller très très vite parce que on va être Vando évidemment. Donc encore une fois, moi je pense qu'on va vraiment essayer de faire le dernier effort, enfin l'effort pour les grosses équipes sur la dernière heure et demie de course qui va permettre à des échappés d'aller très très loin. Moi je pense, je le redis, je pense que Vingegaard va pas mettre une addition à Giulio Pellizzari, je pense. Alors comme il y a beaucoup de vent, peut-être pas aller voir terminer roue dans roue, mais je pense que Pellizzari va résister. Je serais très surpris qu'il y ait plus de 15-20 secondes d'écart en haut du Blockhouse. Je serais pas surpris, encore une fois, je vais être seul là-dedans, mais je serais pas surpris de les voir roue dans roue, vraiment. Je pense que si on fait sur ce Giro à la fin, quand on fera l'addition en retirant le contre-la-montre de mardi, on se rendra compte qu'en montagne, il n'y a pas un si gros écart que ça entre Jonas Vingegaard et Giulio Pellizzari. Encore une fois, pourquoi je dis ça? Les mecs sur les réseaux me disent « Ah, tu dévalues Vingegaard, t'aimes pas... » C'est faux, j'adore Vingegaard. Si vous prenez l'histoire du coup tordu dans son ensemble, je sais qu'il y en a qui s'en rappellent. Rappelez-vous les lives avec Twitch avec Gilou, Tour de France 2024. Un matin, je débarque, Pogacar était archi favori, on avait du Vingegaard à 4. C'est au moment où Pogacar commençait à perdre tous ses équipiers, et je prends Vingegaard à 4. Et là, Gilou, il me dit « Ah, faut que tu m'expliques. » Et généralement, Gilou, quand il me disait « Ah, faut que tu m'expliques », c'était non, on n'est pas là pour aimer ou pas aimer les mecs, on est là pour essayer d'analyser, en fait. Donc, voilà, je mets vraiment l'affect de côté dans les analyses. Mais ça, je sais que vous, à l'écoute du podcast, on est d'accord, pas d'accord, vous le comprenez. C'est juste les oiseaux des réseaux sociaux qui, encore une fois, ne comprennent rien à ce qu'on fait, mais en même temps, c'est bien, ça fait grandir le coup tordu et l'écosystème du coup tordu. On va terminer cet épisode avec le Tour de Hongrie. Alors, le Rokon Team qui est pas passé. Voilà, le Rokon Team qui est pas passé. J'avais prévu donc de combiner Team Merlier à lui-même, et je vous avoue que sur cette deuxième étape du Tour de Hongrie, avec seulement 455 mètres de dénivelé positif, j'imaginais pas du tout les UAE, et notamment notre ami Tadej Bebe Cosnefroy, nous foutent le bordel, nous mettent le sbeul comme il l'a fait. Je sais pas si vous avez regardé l'étape, mais Cosnefroy, alors il a eu des bonnes phases,
Cosnefroy du côté de la Décathlon, mais Bebe, moi je l'ai jamais vu comme ça. C'est lui qui initie le coup à 15-20 km de l'arrivée. Dans l'échappée, c'est lui qui prenait les plus gros relais. À 1,5 km de l'arrivée, il y a une petite échappée, un petit coup qui part dans le final en fait sur une espèce de bosse, mais une bosse de rien du tout, quoi, un truc de 300 mètres à 8%. Et dans le final, moi je me dis ils vont se faire reprendre. À un moment donné, ils sont allés, le peloton est à 3-4 secondes, il reste 2 km, ça paraît mort. Il remet un coup de collier, il relance et il remporte facilement l'étape. Donc on a Bebe qui est dans la zone très clairement. Alors il l'a dit en signant du côté des UAE, l'objectif était d'aller gagner des courses entre guillemets, des courses de seconde zone. Donc on voit que ça... Alors, je vais juste faire un sujet dans le sujet quand même. Je vais juste faire une aparté. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand Benoît Cosnefroy a été invité. Il a été invité de Bistro Vélo il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, c'était très sympa. Et à un moment donné, je sais plus qui sur le plateau, je crois que c'est Flo, il me semble. J'embrasse d'ailleurs Florian Pigeon qui vous fait suivre les étapes du Giro depuis l'Italie. Je crois que c'est Flo, je suis pas sûr. Mais à un moment donné, il y a une question qui sort. On lui demande quelle est la différence entre les UAE et Décathlon. Et là, Cosnefroy rigole un peu et dit mais vous savez, en vrai, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a des entraîneurs, il y a des nutritionnistes, il y a des data analystes. En gros, je trouve que ce qu'il dit est finalement très valorisant pour Dominique Serriès et pour la structure Décathlon, parce que finalement, on n'est pas aux antipodes. On pourrait avoir l'impression que les UAE, ils sont sur une autre planète, mais finalement, ça travaille un peu de la même manière. Donc ça veut dire que du côté de Décathlon, on est sur le bon chemin. Maintenant, je vais vous inviter à retourner sur des interviews d'un certain Christophe Laporte. Et d'ailleurs, au passage, Christophe Laporte, forfait pour le Tour de France, déchirure musculaire du quadriceps. On a appris la mauvaise nouvelle aujourd'hui. On lui souhaite le meilleur, bien évidemment, qui n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Donc Christophe Laporte, alors je sais plus dans quel podcast ou quelle interview, mais on lui demande la différence entre la Visma et la Cofidis. Et là, vous retrouverez l'interview sur le net. Et là, il dit, c'est pas pour dénigrer la Cofidis, ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez de qui je veux parler d'ailleurs. L'ami Cédric Vasseur, qui a fait une petite interview il y a quelques semaines dans Cyclisme Actu, il aimerait bien revenir dans le cyclisme. Et je vous prépare une petite vidéo sur ça dans les réseaux sociaux. Et si vous vous attendez à ce que je fracasse Cédric Vasseur, vous allez être déçus. Je vais pas du tout le fracasser. Voilà, je vais vous expliquer, moi, comment je le verrai dans le cyclisme en 2026 ou en 2027. Et encore une fois, je le redis, ça va être positif. Donc voilà, donc je fais l'aparté, l'histoire dans l'histoire. Donc Benoît Cosnefroy qui va chercher l'étape, donc l'Eurocontim, l'Euro combiné sur tir Merlier qui tombe complètement à l'eau. Donc malheureusement, on était parti à 0,20% de bankroll. On passe le premier, on était monté à 0,27 et là on perd, donc on retombe à 0. C'est comme si on avait perdu 0,20. En revanche, on a un PLT sur Benoît Cosnefroy. On a quand même envoyé 0,25 sur la victoire au classement général à 3,30. Il était sorti à 4,50. Alors très honnêtement, même si l'étape de samedi est très différente de l'étape qu'on a eue ce jeudi, franchement je vois pas comment Bebe au vu du niveau qu'il a, de la forme qu'il a et du petit trou qu'il a déjà creusé au classement général, très honnêtement pour moi il va leur marcher dessus. Mais vraiment, il a eu des bonnes périodes, notamment l'année où il fait 2 à l'Amstel, mais là enfin voilà, on a du très très grand Benoît Cosnefroy et je suis content parce que voilà, ça fait partie de ce coureur. Moi j'ai toujours l'exemple en tête où on lui avait annoncé qu'il avait gagné l'Amstel et ça dure 3-4 minutes, il croit qu'il a gagné et on vient lui dire que finalement il est deuxième. Et la manière dont il le prend, mais il le prend bien quoi. Et mais moi à sa place, franchement, enfin je dis souvent cette anecdote, mais moi je suis à sa place, mais j'aurais tout envoyé en l'air. Donc ça montre aussi l'état d'esprit du bonhomme. Je ne connais pas perso, mais je suis convaincu que Benoît Cosnefroy, ça fait partie de ces très nombreux bons mecs qui sont dans le cyclisme et c'est pour ça qu'on aime autant ce sport. Le coup tordu, on n'ira pas plus loin pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on fera... vous aurez le prochain épisode samedi matin. Donc ce samedi matin, on fera un tirage au sort, ça limite. Dans le prochain épisode, je vous offrirai une reward. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Le coup tordu ambassadeur de Side Limit. Side Limit, ça s'écrit CYLIMIT. Voilà, CYLIMIT, jeu de fantasy. Je vous conseille d'y aller, de faire de la Ligue 4, de jouer gratuitement. Les managers inactifs, allez faire de la Ligue 4. Il y a des compétitions quotidiennes pour toutes les étapes du Giro. D'ailleurs,
J'ai remporté ma 2e Ligue 1 depuis le début du Giro sur 6 étapes aujourd'hui, ça fait super plaisir. Et donc allez-y, un coup tordu 0 avec le chiffre 0 et en passant par notre code de parrainage, vous intégrerez les tirages au sort qu'on fait dans le podcast, dans le coup tordu, et vous pourrez repartir avec les rewards qu'on met en jeu et je vous offrirai une reward dans le prochain épisode. Thibaut, donc c'est preview sur le site Vélo Futé, Enzo sur son site The Big Gear, le coup tordu présent sur tous les réseaux sociaux, le Facebook, vous êtes presque 10 000 sur le Facebook du coup tordu, le TikTok ça explose, ça pète dans tous les sens, vous êtes plus de 14 000, le compte Instagram qui monte aussi, bientôt 3500, ça pète de partout le coup tordu, la chaîne YouTube plus de 2200, enfin voilà, ça pousse dans tous les sens et je vous le dis, c'est que le début, on est en indé, on est en mode piraterie, mais on finira le premier podcast de cyclisme en Europe, c'est une promesse. Allez, à très vite, ciao les amis.